Partie 1. Dans un monde futur où la société est inondée d'informations avancées, les humains se retrouvent submergés par une vaste mer de données. Les informations cruciales qu'ils recherchent restent insaisissables, ce qui conduit à l'émergence d'une solution. Le programme de navigation connu sous le nom de Hackadol. Lors d'un rassemblement de nouveaux Hackadol, Hackadol No. 0 a félicité ses camarades pour leurs services exceptionnels rendus à leur maître et leur contribution à l'humanité. Cependant, Zero a exprimé son mécontentement à l'égard des Hackadol numérotés 1, 2 et 3. Ces 3 Hackadol étaient des répliques d'autres poupées, mais étaient considérées comme défectueuses, ce qui les rendait pratiquement sans valeur. Zero les a avertis que s'ils ne s'amélioraient même pas, ils risquaient d'être relégués au statut de simple reste. Malgré cet avertissement, Zero les a rassurés sur le fait qu'il devait y avoir un moyen pour qu'ils deviennent utiles. Il a proposé une mission sur Terre où ils pourraient prouver leur valeur en se mettant en jeu pour aider l'humanité. Comprenant mal les paroles de Zero, numéro 2 est devenu enthousiasmé par les possibilités. Zero a précisé qu'ils étaient prêts à aider les humains dans leur progrès, à condition qu'ils respectent les principes moraux. Une cloche sonna, signalant le déploiement des Hackadol auprès de leur nouveau maître. Cependant, les numéros 2 et 3 n'étaient pas aussi enthousiastes. Ils se sont retrouvés chez un garçon nommé Ikuo, profondément plongé dans un jeu vidéo romantique. On lui a demandé quelle était sa perception du personnage et il a répondu qu'elle était son amie d'enfance. Malgré l'exaltation du personnage, Ikuo reste mécontent, reconnaissant à quel point de tels scénarios sont rares dans la réalité. De manière inattendue, le jeu s'est écrasé, laissant Ikuo découragé. Son écran vacilla, révélant le numéro 2 debout devant lui. La numéro 2 remarqua l'absence de ses compagnons, et Ikuo fut incrédule face à l'apparition soudaine d'une fille dans sa chambre. Curieux, le numéro 2 a demandé pourquoi Ikuo aurait besoin d'aide. Saisissant l'opportunité d'interagir avec elle, Ikuo, pensant qu'il s'agissait d'un effort ludique, s'est vu demander son nom, transformant la situation en un jeu mental. Il envisagea diverses options mais succomba à la nervosité au moment de parler. Bien qu'il se soit présenté avec une expression maladroite, le numéro 2 ne semblait pas s'en soucier, et Ikuo la trouva charmante alors qu'il commençait à ranger sa chambre. Consciente du potentiel d'aide pour le nettoyage, numéro 2 a proposé son aide. Dans un moment maladroit, Ikuo trébucha et se retrouva accidentellement au-dessus du numéro 2, provoquant un flot de pensées dans son esprit. Pourtant, paralysé par sa maladresse sociale, Ikuo ne pouvait agir sur aucun d'entre eux. Numéro 2, insensible à la situation, lui a demandé comment elle pourrait l'aider davantage. Elle s'inclina et invita Ikuo à se détendre à côté d'elle. Il partit chercher quelques rafraîchissements, réfléchissant à la fluidité des choses. Un peu comme dans les jeux vidéo. Ikuo revint avec du lait, mais le renversa accidentellement sur le numéro 2. Surpris, Ikuo lui offrit précipitamment une serviette, provoquant un silence gênant. Essayant de briser la tension, Ikuo alluma la télévision pour ensuite tomber accidentellement sur numéro 2, la faisant rougir encore plus. À leur grande surprise, ils remarquèrent que le numéro 3 les observait. Peu de temps après, Number 1 rejoignit la scène, répandant de l'encre sur la tête d'Ikuo. La numéro 2 s'est rapidement excusée au nom de son compagnon. Pour remédier à la situation, le numéro 3 a fourni à Ikuo des vêtements de Rechang, tandis que les numéros 1 et 2 lui ont lié les mains et lui ont couvert les yeux pour permettre au numéro 2 de se changer. Au milieu de tout cela, la mère d'Ikuo est arrivée avec des petits pains au porc. Choquée par ce qu'elle a vu, elle a mal compris la situation, pensant que son fils était impliqué dans quelque chose d'inapproprié. Numéro 0 a été profondément déçu par le manque de progrès montré par les numéros 1, 2 et 3. Pour améliorer leur performance, elle a tourné son attention vers le dernier modèle technologique, Hackadol No. 4, et lui a demandé d'encadrer et de guider les autres. Au départ de sa mission, No. 4 a exploré le paysage urbain. En milieu urbain, elle a remarqué une femme âgée qui avait du mal à traverser une rue très fréquentée. Prenant des initiatives, elle a manipulé les feux de circulation pour aider la femme à traverser en toute sécurité. Malgré la gratitude de la grand-mère, l'enthousiasme de numéro 4 l'a amenée à quitter brusquement les lieux et à entrer dans un dépanneur voisin. Là, elle a rencontré Number 1 au service d'un client et lui a demandé comment elle pouvait l'aider à perfectionner ses compétences. Malheureusement, le client s'est avéré être un gangster grossier, créant une situation inattendue et potentiellement dangereuse. Pendant ce temps, le numéro 2 avait accidentellement commandé trop de saucisses de Francfort.
Elle a suggéré que s'il ne pouvait pas les vendre, il devrait simplement les manger tous. Au lieu d'organiser correctement les comptes du magasin, numéro 3 a mis les livres en désordre. Pour passer le temps, numéro 3 a commencé à lire un livre, tandis que numéro 4 s'est présenté en entrant dans le magasin. Les autres hackadols étaient étonnés de la voir. Les hackadols ont expliqué que le propriétaire du magasin leur avait demandé de l'aider à améliorer son entreprise, mais qu'il n'avait rien réussi à faire de bien. Numéro 4 a décidé de leur apprendre à progresser dans n'importe quel domaine. En utilisant son analyse des composants sur les clients, elle a découvert qu'un homme aimait les jeux mobiles. Elle lui a donc suggéré le dernier jeu mobile. Une autre cliente avait faim, alors elle lui a commandé un grand nombre de pizzas. Lorsqu'un homme est allé retirer de l'argent au distributeur automatique, numéro 4 l'a aidé en retirant tout l'argent à sa place. Elle a même offert une supercar à un homme qui aimait les voitures de luxe. Les autres hackadols étaient émerveillés par la façon dont elle parvenait à rendre tout le monde heureux. Numéro 4 a montré ses capacités extraordinaires. Puis, une petite fille, en larmes, parce qu'elle souhaitait voir une étoile filante pendant la journée, a vu son souhait exaucé puisque le numéro 4 a habilement localisé un satellite et l'a fait tomber. Le satellite qui descendait ressemblait à un météore, apportant de la joie à la petite fille, mais provoquant la panique chez tout le monde. Au milieu du chaos, le numéro 3, essayant de fuir, est entré en collision avec un numéro 0 mécontent. Furieux, Number 0 a lancé Number 3 sur le satellite, le redirigeant vers l'orbite. Elle a ensuite tourné sa colère vers les numéros 1, 2 et 3, indiquant clairement qu'ils étaient sur le point de devenir ses prochains sacs de boxe. Les audiences des hackadols ont chuté de 10 à 3, laissant le directeur du spectacle d'idoles dans une situation difficile car il a accidentellement gâché le programme. Le manager a eu du mal à résoudre le problème mais a finalement perdu espoir. Au final, le dernier créneau de l'événement est resté vacant. Désespéré de trouver une solution, le moral du manager s'est remonté lorsque les hackadols sont entrés dans la salle, proposant leur aide pour la représentation finale. S'attendant à ce qu'ils présentent une nouvelle idole, le manager a été surpris lorsque les hackadols ont annoncé leur intention de se produire eux-mêmes en tant qu'idole. Number 1, animé par son fort désir de devenir une idole, a insisté pour monter sur scène. Bien qu'initialement réticente en raison des risques potentiels, le manager a finalement cédé à la demande insistante de Number 1. Conscient du besoin de formation, le manager a consacré les jours suivants à coacher les hackadols, les guidant à travers tous les aspects d'une performance d'idole. À l'approche du jour de l'événement, le manager a révélé que le gagnant aurait la chance de sortir un premier CD avec un label majeur. Dans les toilettes, Number 1 était aux prises avec la nervosité alors qu'elle se préparait pour leur début. Entendant certaines personnes se moquer de son groupe, elle les écarta, les considérant comme des idiots. Number 1 s'est senti déprimé après avoir entendu son public se moquer d'elle. Lorsque le directeur ouvrit la porte, il s'avéra que ceux qui parlaient actuellement étaient les numéros 2 et 3. Ils ont suggéré en plaisantant que le directeur devrait être arrêté pour avoir regardé une fille dans les toilettes. Le manager a expliqué que chaque idole ne sait pas si son public appréciera sa performance. Il a rassuré Number 1 en disant que les idoles accomplissent des miracles lorsqu'elles surmontent leurs insécurités. Encouragé, Number 1 était motivé pour donner la meilleure performance possible. Au début, le public n'était pas très enthousiasmé par la performance des hackadols. Il ne croyait pas que les hackadols puissent impressionner qui que ce soit. Cependant, alors que les poupées étaient sous les projecteurs, la foule est devenue excitée. Mais bientôt, leurs attentes furent déçues. Sous une vague de moments dignes de grincer des dents, la performance des hackadols est tombée à plat, provoquant un inconfort pour le public et détruisant métaphoriquement toute la scène. Heureusement, c'était le dernier spectacle. La numéro 1 se sentait déprimée par sa mauvaise performance. Un seul fan a aimé la série et a donné un coup de pouce à Number 1. Même si elle a déçu la plupart du public, Number 1 s'est réjoui d'apprendre qu'un fan avait apprécié sa performance. Pendant ce temps, le numéro 3, qui dormait paisiblement, s'est réveillé et s'est dirigé par erreur vers les toilettes pour hommes. Le numéro 3 fut choqué de découvrir que son truc avait disparu. Il s'est avéré que le numéro 3 était à l'origine un homme, mais qu'il était soudainement devenu une femme. Le concept de changement de genre lui semblait familier, et cela l'effrayait. Numéro 1 lui a montré que ses mains s'étaient transformées en perceuses et que ses jambes étaient devenues des fusées.
Même numéro 0 s'était transformé en avion. Number 0 a expliqué que le système était buggé. Et tout cela grâce à Number 4. La cloche sonna et numéro 0 remarqua que numéro 3 paraissait à nouveau normal. Elle lui a demandé de répondre à un nouvel appel. Bien qu'il lui ait confié son problème, Number 0 l'a quand même envoyé en mission. Le numéro 3 s'est retrouvé transporté dans la maison d'un jeune maître. D'une manière paresseuse, le numéro 3 se présenta. Le jeune maître voulait qu'il joue, alors le garçon a habillé le numéro 3 en fille. Bien qu'il ait l'air joli, numéro 2 lui a assuré que le bug serait corrigé d'ici la fin de la journée. Et d'ici là, numéro 3 devait continuer à se comporter comme une fille. Le jeune maître et le numéro 3 ont passé la journée à jouer. Dans la soirée, le numéro 2 l'informa que le bug avait été corrigé et le numéro 3 se prépara à partir. Cependant, le jeune maître ne voulait pas que le numéro 3 parte. Se sentant seul sans ses parents et amis, il a proposé de manière inattendue au numéro 3. Le majordome a tenté de dissuader le jeune maître, mais le garçon s'est enfui avec numéro 3. Bien que le numéro 3 ait tenté de révéler son vrai sexe, il est soudainement revenu à la normale. Au lieu de dire la vérité, il tendit un ruban au jeune maître. Le jeune maître rendit le ruban et demanda au numéro 3 de le garder jusqu'à leur prochaine rencontre. Le numéro 3 a promis de ne pas le perdre. Le jeune garçon rentra chez lui avec le majordome. Pendant ce temps, Number 1 s'est livré à son animé préféré, Mobami. Number 0 s'est enquis de son intérêt pour l'animé, et Number 1 a répondu avec enthousiasme qu'elle l'adorait. Number 0 l'a alors informé que le studio derrière Mobami manquait de personnel et avait besoin d'aide, donc Number 1 devrait s'y rendre. Elle était excitée, mais en arrivant, elle a vu que les hommes du studio étaient visiblement épuisés, certains dormant même à leur bureau. L'assistante de production lui a demandé si elle était la hackadol capable de faire avancer n'importe quoi, et Number 1 s'est présentée. L'assistante l'a informé qu'elle assumerait le rôle d'assistante de production, chargée de coordonner divers départements tels que l'animation clé, l'interpolation, le tournage et le montage. Numéro 1 a commencé son travail. Elle a contacté 50 personnes pour les consulter sur les images clés, mais toutes ont refusé. Même si elle se sentait découragée, elle a continué à avancer. Au bout de 10 jours, l'assistant l'a amenée pour récupérer les images clés. À sa grande consternation, numéro 1 trouva l'enveloppe vide. Réalisant qu'elle devait recommencer à zéro, elle recommença. 7 jours plus tard, elle a remarqué que Number 4 travaillait également au studio, partageant les tâches d'assistant de production. Cependant, numéro 4 avait du mal à gérer le travail, ce qui a finalement poussé les employés à s'enfuir. Number 1 a dû terminer le travail restant par elle-même. Après quelques jours supplémentaires, il était enfin temps d'enregistrer l'audio. Number 1 était ravi de rencontrer les doubleurs, mais ne pouvait pas le faire car ils étaient absorbés par leur propre monde. Le lendemain, les numéros 2 et 3 lui apportèrent quelque chose à manger. La numéro 1, qui ne s'était pas lavée depuis des semaines, s'est lavé les cheveux. Se sentant dépassée, elle s'effondra dans les bras du numéro 2 et pleura. Voyant sa difficulté, les numéros 2 et 3 décidèrent de l'aider dans son travail. Tous les 3 ont travaillé assidûment pendant les jours suivants. Et par conséquent, la santé du numéro 1 s'est améliorée, ainsi que celle des numéros 2 et 3. Enfin, le jour de la diffusion est arrivé. Ils ont enregistré le CD avec succès, mais malheureusement, ils n'ont pas pu le livrer à Osaka à temps. Le réalisateur a perdu tout espoir. Déterminé à livrer le disque rapidement, Number 1 et les 2 hackadols se sont rendus à Osaka et ont livré le disque avec succès, apportant de la joie à tout le monde. L'assistant de production espérait que Number 1 pourrait continuer à travailler pour l'épisode 8. Cependant, le numéro 1, dévasté, s'est enfui. Elle aspirait à la liberté. Après s'être échappée du studio, une extraterrestre nommée Carrara était poursuivie par des hommes en noir. Elle a utilisé un appareil pour appeler à l'aide et a accidentellement invoqué les hackadols. Malheureusement, ils ont détruit son appareil au cours du processus. Carrara a essayé de communiquer avec eux, mais ils ne pouvaient pas comprendre sa langue, car son traducteur était en panne. Elle a tenté de leur dire qu'elle venait d'une autre planète et qu'elle avait besoin d'aide pour revenir. Cependant, numéro 1 l'a mal comprise. Les hackadols pensaient que Carrara était nouvelle dans la ville et voulait en faire du tourisme. Ils l'ont emmenée faire du shopping dans un magasin de mode, où Carrara s'est intéressée aux vêtements d'écolière. Elle était mignonne dans cette tenue et les hackadols ont également essayé des vêtements similaires. Carrara s'est vite rendu compte qu'elle devait contacter son vaisseau mère immédiatement. Malgré son urgence, les hackadols ne parvenaient pas à comprendre ses paroles.
Carrara a décidé de rester avec eux un peu plus longtemps, car ils semblaient être des gens gentils. Number One les a ensuite emmenés dans un magasin de ramen, où Carrara a été émerveillé par le goût délicieux des ramen. Pendant qu'ils mangeaient, une chaîne de télévision a parlé de la plus haute tour de radiodiffusion du monde, Tokyo Skytree. Excités, les Aka Dolls et Carrara ont visité la tour pour profiter de la magnifique vue sur la ville. Cependant, ils rencontrèrent bientôt à nouveau les hommes en noir et l'un d'eux s'avéra être le numéro 4. Numéro 4 a révélé qu'il traquait la fille extraterrestre, mais sa conversation naïve a permis à Carrara de s'échapper avec numéro 1. Ils atteignirent le sommet de la tour, où Carrara envoya un signal dans le ciel, invoquant un ovni. Carrara a exprimé sa gratitude à Number One pour l'avoir accompagnée et a révélé qu'elle était la princesse d'une planète appelée Dina. Elle a expliqué qu'elle faisait un tour de la Terre lorsqu'elle a été séparée de son groupe. En guise de geste de bonne volonté, Carrara a donné un bisou à Number One sur la joue et a révélé que sa véritable forme était celle d'un cochon. Le numéro 1 l'a rassuré, en lui disant qu'ils seraient toujours les meilleurs amis. Carrara lui a fait ses adieux et l'OVNI l'a emmené avec numéro 4. Au moment de leur départ, une voiture de police est arrivée devant le bâtiment et tout le monde s'est rassemblé à un endroit du couloir où ils ont découvert une note collée sur un couteau. La note prévenait que quelqu'un serait tué à minuit, envoyant des vagues de peur dans tout le groupe. Peu de temps après, l'inspecteur est arrivé sur les lieux et a déclaré que le tueur était parmi eux. Lorsqu'un homme tentait de s'enfuir, l'inspecteur a menacé de tirer sur quiconque tenterait de s'enfuir. Le numéro 2 s'est porté volontaire pour aider à l'enquête et les Aka Dolls se sont présentés. L'inspecteur a reconnu leur réputation de faire progresser les enquêtes. Au cours de l'interrogatoire, le numéro 2 a tenté de faire chanter une femme en utilisant le nom de sa mère. Après avoir interrogé l'ensemble du groupe, ce fut au tour du numéro 4. L'inspecteur a demandé à numéro 4 où elle se trouvait au moment où la menace a été proférée. Elle a répondu qu'elle avait pris un bain et bu du lait. L'inspecteur a trouvé étrange qu'elle boive du lait à une telle heure. Le numéro 2 l'a en outre impliquée en mentionnant les antécédents de numéro 4 en matière de problèmes. Les soupçons se sont portés sur le numéro 4 et l'inspecteur l'a placé en tête de sa liste de suspects. Cependant, le numéro 1 a pris sa défense, confirmant que le numéro 4 avait été avec eux tout le temps. Bien que tout le monde ait fourni des alibis, l'inspecteur a déclaré l'affaire insoluble. Plutôt que de quitter l'hôtel, l'inspecteur a décidé d'attendre que le tueur agisse. Bientôt, le tueur a été repéré en train de se préparer à attaquer le propriétaire. L'inspecteur, sentant le danger, a prévenu le tueur qu'il était au courant de leur manigance. Le tueur se figea de peur. Pendant ce temps, numéro 3 eut soudain un éclair de reconnaissance. Elle avait déjà vu le couteau. Alors que le tueur était sur le point de frapper, numéro 3 s'est levé et a déclaré avec audace qu'elle savait qui était le coupable. Un homme a tenté de la faire taire, l'accusant d'être timide, mais numéro 3 a désigné avec confiance le tueur, la personne qui tenait le couteau. Surpris, le tueur a immédiatement lâché son arme. Numéro 3 a ensuite révélé que le tueur avait caché le couteau dans le vestiaire, impliquant numéro 4 dans la démarche. À ce moment-là, le numéro 4 a été arrêté. Plus tard, la propriétaire a pris un bain avec numéro 1 et a demandé avec désinvolture où se trouvait numéro 4, car elle lui avait demandé plus tôt d'acheter un nouveau couteau de cuisine. Tout le monde a réalisé que le numéro 4 avait toujours été innocent, se contentant de suivre les ordres. Peu de temps après, le véritable coupable a été appréhendé, blanchissant ainsi le nom du numéro 4. Une fois l'affaire résolue, un groupe de poupées a été convoqué à l'hôpital général Squid Blacklight, où une équipe de héroïnes gisait dans des lits d'hôpital. Ces héroïnes étaient connues sous le nom de Magical Girls, l'une d'elles étant grièvement blessée. Les filles magiques de Lovely Heart s'étaient blessées lors du tournage d'un film mettant en scène un gorille déchaîné qui prenait les choses trop au sérieux et démolissait un bâtiment. Incapables de combattre des monstres alors qu'ils étaient coincés dans leur lit d'hôpital, ils ont demandé aux Aka Dolls de se charger de la tâche à leur place. Le numéro 1, toujours avide de défis, était ravi d'aider les filles magiques blessées, tandis que le numéro 3 restait sans voix en voyant le gorille pour la première fois. Pendant ce temps, numéro 2, toujours réaliste, se demandait si des monstres allaient réellement apparaître. Ils se dirigèrent vers l'endroit indiqué par Lovely Heart. En arrivant, ils virent les monstres exécuter un plan bizarre. Ils prévoyaient de regarder une petite fille et de lui sourire tout en lui faisant signe, lui faisant peur et provoquant un incident. Fidèle à leur plan, la jeune fille,
marchant avec sa mère, était terrifiée par leurs sourires effrayants. Les Hackadols passèrent à l'action, décidant qu'elles se transformeraient en filles magiques pour affronter les monstres. Alors qu'ils se transformaient en leurs formes héroïques, le méchant patron, Lovely, remarqua quelque chose de différent chez ses nouveaux adversaires, mais décida quand même de les affronter. Avec une charge trop confiante, le patron s'en est pris au numéro 1 qui n'a pas réagi à temps. 2 enfants à proximité, qui étaient de grands fans des filles magiques originales, ont été indignés par l'incapacité de numéro 1 à esquiver l'attaque. Ils lui ont crié de lui donner un coup de coude, la pressant de riposter. Alors qu'un caméraman prenait des photos du chaos, le patron s'est moqué de numéro 1, lui ordonnant de le frapper avec sa force habituelle. La numéro 1, toujours hébétée, a tenté de lui donner un coup de poing, mais s'est blessée au passage. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas comme les émissions qu'elle avait vues où les méchants s'envolaient d'un seul coup de poing. Pendant ce temps, le caméraman a continué à prendre d'autres photos. Les enfants qui regardaient étaient toujours furieux, critiquant la maladresse de numéro 1 et exigeant qu'elle utilise les bons gestes. Pendant ce temps, le boss se sentait de plus en plus puissant à mesure que le combat s'éternisait. Furieuse de voir son ami se faire humilier, numéro 2 chargea un monstre tentaculaire. Mais ses attaques étaient vaines, car la créature esquivait facilement chacun de ses mouvements. Frustrée, elle a décidé de lui marcher sur le pied, le faisant hurler de douleur. La numéro 1 gisait vaincue au sol, vulnérable, alors que le patron se préparait à l'achever. Alors que la situation semblait désespérée, numéro 4 interrompit dramatiquement la bataille, se présentant d'une manière bizarre et absurde, laissant tout le monde momentanément confus. Agacé par le défilé sans fin de nouveaux héros, le patron se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas se concentrer sur le fait de rendre la ville heureuse et saine si les gens continuaient à l'attaquer. Cela a surpris numéro 1, qui ne s'attendait pas à ce que son objectif soit d'aussi noble. Insensible aux paroles du patron, numéro 4 a déclenché son mouvement caractéristique, créant une tornade qui a balayé le champ de bataille. Bien que le méchant ait été vaincu, la ville a été détruite au passage. Les habitants ont emmené numéro 4, exigeant qu'elle répare le désordre qu'elle avait causé. Après leur réveil, les Hackadols ont vu le patron allongé sur le sol. Le méchant patron voulait seulement nettoyer la ville pour que les enfants puissent vivre une vie saine. Cependant, les filles magiques l'ont toujours vaincu, agissant comme des héros. Les Hackadols ont réalisé qu'il n'était pas le méchant après tout. Ils ont décidé de l'aider à atteindre son objectif. Ils formèrent un nouveau groupe en collaborant avec les monstres. Ensemble, le groupe a aidé les habitants et a restauré la ville. Ils ont fait vœu au soleil couchant, promettant de toujours garder la ville un endroit sain. Plus tard, une fille nommée Ayam les a appelés tous les 3. Le trio se présente. Ayam fut surprise de voir comment ils apparaissaient d'un simple clic. Dans le tumulte, ils ont oublié la première chose qu'ils étaient censés faire. Le numéro 3 leur a rappelé qu'ils devaient effectuer une analyse des composants. L'analyse des composants était une compétence Hackadol qui leur permettait de comprendre immédiatement les goûts et les aversions de leur maître. Ayam avait peur de l'analyse. Une fois terminée, les Hackadols connaissaient ses préférences. Number 1 lui a suggéré des mangas qui lui convenaient. Ayam était embarrassée. L'un des membres a tenté de l'habiller sans son consentement, la mettant encore plus mal à l'aise. Elle se demanda pourquoi ils étaient là. Number 1 a répondu qu'ils avaient été envoyés pour l'aider à s'améliorer. Ayam, cependant, leur a dit qu'ils n'étaient pas du tout utiles. Le numéro 1 se sentait déprimé, pensant qu'ils étaient sur le point de devenir inutiles. À ce moment-là, l'estomac du numéro 3 gargouilla, et les Hackadols décidèrent d'aller faire du shopping. Ils ont trouvé qu'Ayam était un maître difficile. L'Odin, un type de plat japonais, était en vente. Alors ils en achetèrent et rentrèrent chez eux. Le numéro 1 a donné à Ayam le chaud Odin. Ayam, incapable de tolérer la chaleur, la cracha au visage de numéro 1. Sa peau était légèrement brûlée, mais elle se réjouissait, disant qu'Ayam avait un peu avancé en mangeant la nourriture qui lui était donnée. Ayam était furieux et les a expulsés. Plus tard, Yuri, l'amie d'enfance d'Ayam, est venue lui rendre visite. Elle a invité Ayam à son mariage. Ayam fut surprise d'apprendre que Yuri allait se marier. Ayam a dit à Yuri qu'elle avait décidé de créer une bande dessinée pour la convention de cette année. Yuri, cependant, a mentionné qu'elle avait cessé d'être une otaku et a insisté sur le fait qu'Ayam devait abandonner la bande dessinée et se concentrer sur son avenir et sa carrière. Les paroles dures de Yuri ont rendu Ayam déprimée. Elle a déchiré toutes les affiches de bande dessinée dans sa chambre, puis a trouvé numéro 3 dans les toilettes. Ayam a découvert que les Hackadols étaient rentrés chez elle. Elle leur a demandé pourquoi ils étaient revenus.
Number One a expliqué que, depuis que leur motivation l'avait aidé à devenir une otaku et à créer des bandes dessinées, ils étaient revenus pour vérifier ses progrès avec les manuscrits. La numéro 1 a remarqué que toutes les affiches de sa chambre avaient disparu. Ayam leur a demandé de partir. Les numéros 1 et 2 ont demandé ce qui s'était passé. Le numéro 3 a demandé où se trouvait le reste de la bande dessinée. Ayam leur montra que les manuscrits gisaient dans la poubelle. Elle a ordonné au Hackadol de partir. Et cela conclut notre saison Hackodolls. Mais ne vous inquiétez pas. Les numéros 2 et 3 ont disparu. On m'a dit à la numéro 1 de partir. La numéro 1 a vu les photos d'enfance d'Ayam et a remarqué à quel point elle avait l'air heureuse. Elle a demandé à Ayam si elle détestait vraiment les bandes dessinées. Ayam a répondu qu'elle ne les détestait pas. La numéro 1 lui a dit qu'elle l'aiderait à progresser. Ayam a accepté de terminer sa bande dessinée. Cependant, elle a dû recommencer à zéro et terminer son manuscrit. On m'a demandé de l'aide à la numéro 1. Les numéros 2 et 3 sont apparus à nouveau toute la nuit. Ils l'ont aidé à terminer la bande dessinée. Ils ont passé une nuit blanche pour terminer la bande dessinée. Je les ai remerciés à la fin de la bande dessinée. Les Hackadals étaient déterminés à aider plus de gens. L'aventure anime est loin d'être terminée. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'écoute des suites à venir et du contenu anime plus passionnant. Vous ne voudrez pas manquer la suite.